RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité de ce mardi 2 juin, L'Écho des Sages, un roman graphique produit par un Valdoisien en campagne de précommande. On reçoit son auteur. Votre agenda culturel de la semaine, retour sur le parcours de l'équipe de Cergy-Pontoise Rugby avec l'entraîneur Mathieu Panis. Et puis, côté météo, demain le temps restera mitigé avec un ciel nuageux, comptez 13 en minimal, 19 en maximal. Contrefaçon, produits avariés à Sarcelles, une vaste opération de contrôle a été menée sur le marché de la ville par les services de l'État, la police nationale et plusieurs organismes de contrôle. Les inspections ont permis la saisie de nombreux articles suspectés d'être contrefaits ainsi que de denrées alimentaires impropres à la consommation. Plusieurs infractions ont également été révélées concernant les conditions de vente et le respect de la réglementation commerciale. À Survilliers, une route qualifiée d'enfer quotidien pour les habitants. Trafic intense, vitesse excessive, bruit permanent et difficultés pour traverser la chaussée rythment le quotidien des riverains. Selon plusieurs témoignages, cette route est devenue un véritable point noir de circulation avec un sentiment d'insécurité grandissant pour les piétons et les habitants du secteur. Un récent accident mortel a ravivé les inquiétudes et renforcé les demandes de mesures de sécurisation, notamment la réduction de vitesse et l'aménagement d'infrastructures adaptées. À Franconville, 7 mineurs ont désormais été formellement identifiés après les violences visant les forces de l'ordre dans la nuit du 30 au 31 mai au moment des célébrations de la finale PSG Arsenal. Selon le maire Xavier Melki, ils ont entre 12 et 15 ans, sont tous franconvillois et certains sont déjà connus pour des faits de rixe, vol en réunion ou agression. Les procédures en cours portent notamment sur des jets de cocktails Molotov, des jets de projectiles du regroupement armé ou encore de l'incendie volontaire. Au total, 11 plaintes sont en cours de dépôt par la ville, des résidences et des policiers victimes, et la municipalité annonce vouloir se constituer partie civile autant que possible. L'Écho des Sages, c'est le nouveau roman graphique imaginé par deux frères, Jean-Souli Lederman à l'écriture et Aurélien Sem à l'illustration. Le projet est actuellement en phase de financement pour permettre son impression. Nous avons rencontré Jean-Souli Lederman. Vous avez mené ce projet à deux avec votre frère ? Oui. Bon, en fait, à la base, c'était surtout pour faire un projet avec lui. Et puis, comme on est très complémentaires là-dessus, l'idée du roman graphique est arrivée très vite. Et on a eu l'idée de pas faire une bande dessinée, vraiment un roman graphique, parce que ça laisse plus de place à l'imaginaire et plus de place aussi aux planches. Et ensuite, j'ai eu l'idée de rajouter une bande-son. Donc, il y a une bande-son qui sera disponible avec un morceau par planche. Et est-ce que vous avez déjà eu des projets comme ça avec votre frère ou c'est le premier ? Non, c'est le premier. Moi, j'ai eu beaucoup de projets personnels. Mais lui, c'est le premier projet créatif que je développe avec lui. Et quelles ont été vos principales inspirations pour ce projet ? Bon, il y a plusieurs choses. Donc, c'est un projet, ça tourne autour de la science-fiction. Au niveau de l'atmosphère, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Lovecraft. C'est des atmosphères un peu pesantes. Et c'est de la science-fiction pure et dure. C'est pas de la hard SF, mais j'essaye quand même de respecter les concepts physiques, pas faire de magie ou de choses comme ça. Et l'idée, c'est Evie, qui est une scientifique et qui fait une découverte fondamentale, une source d'énergie qui permet les voyages interstellaires. Et pas de chance, cette énergie commence à décliner. Donc s'ensuit toute une quête. Et quel est le message transmis à travers cette œuvre ? Alors il y a plusieurs messages. Le premier, c'est la responsabilité. Quand on crée quelque chose, quand on découvre quelque chose, essayer de connaître au maximum les tenants, les aboutissants de les implications de ce qu'on donne, de ce qu'on crée,
l'impact que ça peut avoir sur le monde, la société, les proches, ce genre de choses. On a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi, en septembre 2024. On a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi, en septembre 2024. Et donc j'ai écrit la nouvelle assez rapidement. C'est une nouvelle qui fait à peu près 20 000 mots. Donc c'est une nouvelle déjà assez conséquente. Et ensuite, mon frère, on a segmenté ça en 20 planches. Et il a fait les planches au fur et à mesure. Et puis moi, j'ai corrigé mon texte au fur et à mesure et composé en fonction des planches. Et pour vous, quelle étape a été la plus difficile durant ce projet ? La plus difficile, c'est une bonne question. Il n'y a pas eu vraiment d'étape difficile. Je dirais que c'était... comme c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, puisque c'était avec mon frère, je crois que l'étape la plus difficile, peut-être, c'est maintenant. C'est la prévente. Parce que là, il est en prévente sur le site de WizEvent, l'éco-dessage sur WizEvent, et il est en prévente jusqu'au 16 juin. Et quel type de lecteur vous pensez toucher ? Un lecteur qui a envie de s'accrocher un petit peu. Parce que justement, des atmosphères pesantes comme ça, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Il y a des gens que ça va lasser très rapidement, évidemment. Mais les gens qui aiment l'ASF pur et dur, ou les gens qui aiment une histoire émotionnelle intense, ceux-là vont être intéressés, je pense. Et vous pensez qu'on peut le lire à partir de quel âge ? Il faut au moins être adolescent. Oui, 15-16 ans minimum. Oui, 15-16 ans minimum. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite justement créer son premier roman graphique ? De trouver déjà une bonne histoire. Tout dépend si la personne en question est auteur, autrice ou dessinateur, dessinatrice. Et de trouver un bon binôme. D'abord, réfléchir à l'histoire et ensuite à la visualisation, le dessin. Et j'ai une autre question par rapport justement à l'écriture. Quand on écrit, comment est-ce qu'on gère parfois le manque d'inspiration ? Alors, je ne saurais pas vous dire, je n'ai jamais ça. Non, en fait, je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire, pas une fausse humilité, je parle d'une véritable humilité, c'est-à-dire, il y aura des jours avec, des jours sans. Si vous vous asseyez, vous vous mettez, vous commencez à écrire, ça sera des fois mauvais, des fois bon. Et justement, le fait de relire à chaque fois pour se replonger dedans, eh ben vous ne faites pas que continuer, vous corrigez aussi ce qu'il y a eu avant. Et vous écrivez depuis longtemps ? Oh oui. J'ai écrit à l'origine surtout de petits textes, de la poésie, des choses comme ça. Et puis je me suis lancé dans des petites nouvelles, dans une pièce de théâtre, et puis un roman. Et aujourd'hui, ce roman graphique. Et donc j'ai une dernière question. Si là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui hésite encore à l'acheter, qu'est-ce que vous lui diriez ? Vous ne serez pas déçus. C'est une histoire intense, originale. Évidemment, il faut aimer la SF. Il y a un minimum requis. Mais même sans ça, il y a un côté émotionnel que je pense, que j'espère avoir rendu assez intéressant. Et on donne évidemment tout notre soutien à ce beau projet. On rappelle que le roman graphique peut être précommandé dès maintenant, l'éco-dessage sur WizEvent. Et tout de suite, c'est mardi, c'est votre agenda culturel de la semaine.
Et dans votre agenda culturel du département à Osny, la galerie de Grouchy accueille l'exposition Jean-Pierre Emery, un peintre qui navigue entre paysages figuratifs aux accents impressionnistes et une veine plus abstraite, pensée pour susciter l'émotion avec des œuvres à l'huile, à l'acrylique ou à l'aquarelle. L'exposition est à découvrir à partir de demain jusqu'au 28 juin. L'entrée est libre, c'est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h et le week-end de 14h à 18h. Pour comprendre Van Gogh, il faut aussi rencontrer Théo, son frère. C'est l'idée du spectacle Van Gogh, deux frères pour une vie, proposé au musée de l'Absinthe d'Auvers-sur-Oise. Sur scène, Ghislain Gégère et Julien Séchaud font revivre à partir de la correspondance des deux frères la trajectoire de Vincent, son génie, ses doutes et le rôle essentiel de Théo, marchand d'art jusqu'à une spirale créatrice autant que dévastatrice. Le spectacle dure 1h10 et c'est déjà joué près de 100 fois, dont plusieurs fois à Auvers-sur-Oise. Rendez-vous vendredi de 20h à 21h15 au musée de l'Absinthe d'Auvers-sur-Oise. Côté tarif, c'est 12 €, 10 € pour les moins de 18 ans. Côté musique, le festival Le Parc aux Étoiles revient à Nel-la-Vallée pour sa 5e édition avec 14 concerts en 2 jours mêlant pop, rock, électro, rap et hip-hop. Rendez-vous vendredi de 18h à 1h et samedi de 17h à 1h30 au stade de Nel-la-Vallée. Parmi les artistes annoncés, Elephants, Superman Lovers, Bukowski, Opinard ou encore Camille Yembe. Côté tarif, 22 € le pass journée adulte, 33 € le pass 2 jours avec des prix réduits et gratuits pour les moins de 12 ans. Billetterie et infos sur festival-leparcauxétoiles tout attaché au pluriel.com. Un festival aussi, mais cette fois-ci qui met les compositrices au centre de la scène. Un temps pour elle revient du 5 juin au 5 juillet avec une édition 2026 intitulée Chants du monde, pensée comme un voyage musical réel ou imaginaire, des salons berlinois au répertoire afro-américain de Chicago, en passant par l'Italie baroque, les paysages scandinaves ou les rivages argentins. Le festival se déploie sur plusieurs lieux du territoire, notamment l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône, au château de Vigny, au domaine de Villarceau à Saucy, mais aussi à La Roche-Guyon et Véteuil. Plus d'infos sur festival un temps pour elle au pluriel.com. Et puis au domaine de Villarceau, on y revient puisqu'il remonte le temps avec les historiques de Villarceau. Du Moyen-Âge au 19e siècle, le site se transforme en terrain de reconstitution avec campements, spectacles, concerts, animations en famille et démonstrations de savoir-faire d'époque. La cour du manoir de Ninon devient même un marché d'autrefois avec des artisans et des produits de bouche, et un escape game historique est proposé en parallèle sur réservation sur le-mystère.fr. Rendez-vous samedi et dimanche de 11h à 18h au domaine de Villarceau, à Chaussy bien sûr. Et puis à l'abbaye de Royaumont, une visite pas comme les autres vous propose de voir les jardins autrement à l'occasion des rendez-vous au jardin. Vous le savez, on en a déjà parlé sur cette antenne sur le thème de la vue. Le chef jardinier de la fondation Royaumont, Romain Vandeval, invite le public à une déambulation au cœur des 3 jardins remarquables dont il prend soin pour porter un regard neuf sur les plantes et prendre un peu de hauteur. Rendez-vous samedi de 14h à 16h30 à l'abbaye de Royaumont, c'est à Agnières-sur-Oise. Et pour les réservations, c'est sur royaumont.com. C'est la fin de cet agenda culturel. Je vous souhaite une très bonne semaine culturelle dans le Val d'Oise. L'équipe de rugby Cergy-Pontoise a réalisé une saison remarquée. Après sa défaite dimanche dernier, nous avons entendu Mathieu Panis, entraîneur de l'équipe, qui revient sur ce parcours. Après un parcours remarquable qui l'a mené jusqu'au 8e de finale du championnat de France, l'équipe de rugby de Cergy-Pontoise a vu son aventure nationale s'arrêter dimanche à l'issue d'une rencontre disputée. Malgré la déception de l'élimination, cette saison restera comme l'une des plus abouties du club. Pour revenir sur ce parcours, nous avons rencontré Mathieu Panis, entraîneur de l'équipe. En fait, moi je fais du rugby au club de Cergy depuis que j'ai 6 ans ou 7 ans, je sais plus trop. Et en fait, je suis devenu entraîneur parce que j'ai pas eu trop de choix. En fait, je me suis blessé au dos, j'ai eu des hernies discales et le club m'a proposé de être entraîneur. On peut dire nos objectifs, ils ont été atteints. On a raté le premier match de la saison et après on a perdu 2 matchs contre le GIF, mais vraiment pas de beaucoup. Et notre objectif, il était la montée en fait 3 sans vraiment se le dire en début d'année, mais en fonction de tout ce qui s'est passé, c'est devenu vraiment un objectif concret au fur et à mesure des matchs et il a été atteint en fin d'année sur le dernier match. Ça a beaucoup évolué parce que les autres années, on était un petit peu plus léger au niveau des 3 quarts et c'est ce qui a pas mal changé cette année, mais ce qui fonctionne énormément chez nous, c'est l'esprit de groupe. On a tout recentré là-dessus et c'est ce qui a marché cette année.
c'est le combo entre les plus âgés, les plus jeunes, et c'est ce qui a vraiment marché cette année. Ce sera plus parce que nous cette année on n'avait pas de préparateur physique, donc ça a été, on l'a fait un peu entre nous les entraîneurs, on a géré un peu la prépa physique et tout, mais c'était un peu compliqué. Donc ça c'est un gros axe d'amélioration pour l'année prochaine. Et après c'est notre profondeur aussi d'effectifs. On avait pas mal de joueurs, mais après en qualité pour challenger les mecs et tout, il nous faut un petit peu plus de joueurs. Pour la saison passée, que ce soit avec l'équipe 1 ou la réserve, ça a été une saison presque parfaite. Elle était au top, quoi. Nous, on est un club, déjà de base, c'est ce qu'on appelle un club familial. On est basé sur la formation des jeunes, parce que nous, par exemple, sur les deux groupes, on avait 30 joueurs issus de la formation. On a des éducateurs dans l'école de rugby qui sont joueurs de rugby. On a des anciens qui sont éducateurs. On a énormément de bénévoles qui nous aident énormément, en fait. Ce qu'on peut appeler un club familial. Au niveau, après, c'est surtout de tenter, quoi, d'avoir, s'il y a des opportunités, de les tenter au maximum. Après, le monde professionnel, il est un peu restreint, hein, comme dans tous les sports. Mais oui, c'est surtout de pas lâcher, quoi. Et puis on leur souhaite une bonne saison pour l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Damien Gissa à la technique pour la suite. Voilà, sans les ventilateurs, ça sera un peu mieux, on aura l'impression d'être moins dans une soufflerie. Parce que justement, au menu de votre soirée sur votre radio locale, sur RGB, que ce soit sur le 99.2 de la bande FM, que ce soit sur radio-rgb.net pour suivre le streaming et les podcasts, ou encore sur les applications diverses et variées comme les radios associatives, Radio Line ou encore Radio Player, vous avez au menu de la culture de terre ou de rock. Et on commencera à 19h, juste après la rediffusion de ce journal, avec Écoutez, il n'y a rien à voir, présenté par Philippe Rimbaud et Fabienne Louis, au menu, donc dans le train de ce 73e voyage quand même d'Écoutez, il n'y a rien à voir. Le premier wagon sera consacré au peintre Gérard Schlosser, qui a vécu entre 1931 et 2022, champion de la figuration narrative. Il y aura bien évidemment la chronique tant attendue de Fabienne Louis qui ce soir nous conte une histoire qui la rend chèvre. Avant que le deuxième wagon nous soit consacré à une interview de Bernadette Wiener, plasticienne céramiste, habitante de Huss dans le Vexin. Écoutez, rien à voir donc de 19h à 20h. À 20h, vous retrouverez la session de rattrapage, pour pas dire la rediffusion, de l'émission de mercredi dernier d'Absurdly Live avec Luc Mariani et une invitée dont je vous laisse découvrir son univers. À 22h, on se retrouve dans une playlist bien musicale à la taverne du Hobbit, Reconnaître bien sûr, à la taverne du Hobbit, jusqu'au 12 coups de minuit, où je laisserai la place à toute l'équipe de Freb. Si vous avez loupé l'émission de dimanche dernier, voilà, Freb c'est le dimanche, de 19h à 21h, eh bien vous la retrouverez ce soir, entre minuit et 2h du matin. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.